Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Vincent Placé, sénateur vert de l'Essonne, président du groupe Vert au Sénat. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger cette semaine, Mathieu Castagnet pour le journal La Croix, bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Jean-Vincent Placé, actualité très riche cette semaine puisque la France est intervenue au Mali, on va en reparler. Puis il y a eu cette manifestation contre le mariage pour tous dimanche dernier. Les manifestants étaient très nombreux de l'avis de tout le monde dans les rues. Est-ce que le gouvernement doit aujourd'hui tenir compte de cette mobilisation ? Mais le gouvernement et d'ailleurs la majorité parlementaire est évidemment attentive aux mouvements sociaux, aux mouvements sociétaux, aux manifestations. Et d'ailleurs, moi je tiens à dire au nom des écologistes le respect que nous avons pour les manifestantes et manifestants qui, pour la grande majorité, ont su défendre leur opinion avec des slogans positifs de leur position politique, puisque c'est un sujet politique évidemment, au-delà du sociétal. Voilà, donc il y a le respect et l'écoute. Après, il y a aussi la détermination à d'une part mettre en place le programme du président de la République, mais au-delà du côté engagement du président de la République, c'est que nous, les écologistes, pour ma part également, évidemment, nous sommes totalement favorables au mariage pour tous, et nous sommes favorables au fait aussi qu'il puisse y avoir par parallélisme ou induction, comme pour le mariage hétérosexuel, eh bien, l'adoption qui soit permise. Et nous sommes favorables également à la procréation médicale assistée. Et nous souhaitons d'ailleurs déposer un amendement dans le projet de loi gouvernemental sur ce sujet. Question de Mathieu Castagnet pour le journal La Croix. Après le succès de la mobilisation, les organisateurs ont deux revendications. Une immédiate, être reçu par le président de la République, et à plus long terme, que le débat se fasse encore plus longuement dans la société avant de se poursuivre au Parlement. Quelle est la réponse que vous souhaitez que le président apporte à ces deux questions précises? Il me semble que c'est bien naturel. Le président devrait recevoir des délégations de manifestants. On reçoit dans une démocratie comme la France, dans une république apaisée, que le président de la République a toujours voulu, parce que, y compris en contraste par rapport à ce qui se faisait dans le quinquennat précédent, à l'écoute de la société, à l'écoute des structures collectives, que ce soit bien sûr les partis politiques ou les syndicats, mais aussi dans les mouvements d'opinion qui se manifestent fortement. Bien sûr, il y a une manifestation forte. Et après, on peut toujours débattre des chiffres, on sait ce que c'est, mais la réalité, la mobilisation était forte. Moi, je l'ai bien ressenti également. Et donc, bien sûr, continue la discussion, sachant que le texte arrive au Parlement après une très très longue discussion. Très franchement, depuis le PAX, c'est une revendication très très forte, portée bien sûr par les mouvements LGBT, mais aussi celles et ceux qui sont comme moi attachés à l'égalité des droits sur le sujet. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Voilà, le projet de loi, il est là depuis l'été dernier. Il a été adopté en Conseil des ministres, je crois, déjà en novembre. Grâce à vous, les médias, nous parlons énormément de ce sujet, ce que je peux comprendre d'ailleurs par rapport au thème et à la vision évidemment de la famille notamment, et c'est des sujets qui sont très chers aux Françaises et aux Français. Je trouve ça tout à fait légitime, mais je crois que la détermination du président de la République, qu'il a rappelé hier aux vœux aux parlementaires, et celle de la majorité parlementaire est très solide aussi. Notre détermination, notre volontarisme sur le sujet est clair. Il me semble important que deux personnes qui veulent, et y compris, je le dis d'ailleurs devant les médias catholiques ou chrétiens, c'est que je crois qu'il y a un attachement très très fort à ce qui est du collectif. Là, moi, ce qui veut unir les gens, faire en sorte que, y compris dans la durée, la question du mariage, c'est que d'une part, on entre dans le mariage, mais c'est plus difficile d'en sortir. On le sait bien. Donc ça veut dire qu'il y a une démarche qui est celle de créer quelque chose, d'une communauté de vie, et bien sûr avec la volonté d'avoir des enfants et de transmettre des valeurs, une solidarité, une protection, une sécurité dans la vie. Je pense que c'est très très bien que cela puisse se réaliser dans une société comme la nôtre. Et je crois qu'en Espagne et au Portugal, qui ne sont quand même pas des pays éloignés d'une part du latin et d'autre part du catholique, eh bien cela se passe depuis quelques années, cela sans aucune difficulté.
Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Sur le fait d'être reçu par le gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le gouvernement doit le recevoir maintenant, le plus vite possible? Quel est le délai? Il y a un délai, paraît-il, avant lundi prochain. Oui, oui. Est-ce que vous estimez que plus on attend, plus on perd du temps et plus le gouvernement envoie un signal négatif? Non, je pense qu'il faut effectivement recevoir. Alors évidemment, je ne cache pas que quand on voit des personnalités comme le président de Civitas, on n'a pas tellement envie de discuter. Il faut avoir un dialogue apaisé sur des sujets de fond qui concernent directement le sujet sans aucune opprobre. Mais il n'y avait pas que le président de l'association Civitas dans les rues dimanche dernier. Mais moi, je suis le premier à être conscient de ça, mais au moins tout de parmi les même, premiers. Jean-Vincent Placé, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu méprisant de la part du gouvernement, voire du président de la République, de dire circuler, il n'y a rien à voir au fond? Non, on ne fera pas de référendum parce que la Constitution ne le permet pas, on ne changera rien au texte. Est-ce que c'est la réponse que l'on donne à une manifestation importante qui montre que dans la société française, il y a un mouvement qui existe? Mais bien sûr qu'il y a un mouvement qui existe, et d'ailleurs je peux vous dire que je crois que il faut l'écouter en plus en termes de perception des difficultés du moment, des crises, des inquiétudes qui sont liées à plein de sujets. C'est celui de la mondialisation, celui de la récession économique en Europe, celui aussi de l'inquiétude qui vient, comme on dit, la France profonde. Mais moi je vais vous dire la vérité, bon, vous savez en plus que j'étais adopté, oui. et moi j'en suis issu, cette France profonde. Mes parents, ils sont plutôt de province, plutôt attaché aussi à l'histoire de la chrétienté, de son rôle dans le pays, et plutôt ruraux. Donc vous voyez, bon, et je sais que la question de la famille touche beaucoup. Mais moi, je veux dire à toutes celles et tous ceux qui sont extrêmement attachés à la famille traditionnelle, mais personne ne veut changer leur mode de vie. Tout le monde, moi le premier, respecte la question du père, de la mère, des enfants, voilà. Mais il y a aujourd'hui des familles monoparentales, et je le dis aussi, ça adresse un drôle de message aux femmes seules ou aux pères seuls qui élèvent des enfants, parce qu'évidemment, à un moment déjà, c'est difficile, on le sait bien, d'être seul à élever des enfants. Et si à chaque fois on dit, ah bah là, l'idéal et le seul modèle de famille, c'est la famille classique, traditionnelle, déjà c'est un message qui peut choquer. Et par ailleurs, franchement, en quoi, moi je pose la question à l'inverse, en quoi deux hommes, deux femmes, qui décident de vivre ensemble avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que du mariage, y compris d'ailleurs la fidélité, eh bien, ils veulent faire fonder une famille. Et je le dis aussi, parce qu'on aura le débat PMA, moi, évidemment, je suis pas évidemment, mais je suis pour la PMA, mais surtout, je suis pour qu'on a privilégié l'adoption. Parce que je veux dire, à partir du moment où justement on est dans une société où on veut s'ouvrir, être dans la générosité, moi je vois ce que c'est. Je peux vous dire, je bénis mes parents tous les jours parce que j'ai eu cette chance extraordinaire. Vous avez été un enfant adopté. Voilà, j'ai passé du temps dans un orphelinat en Corée du Sud. J'ai été adopté par des parents formidables. Voilà, que je vénère, et c'est une chance extraordinaire. Donc quand il y a des gens qui veulent fonder une vie durable, sur des valeurs, qui veulent les transmettre, qui veulent s'occuper d'un enfant, qu'est-ce que ça peut faire à la famille dite traditionnelle ou classique? En quoi ça les perturbe? Personne ne veut s'attaquer à la famille traditionnelle. Au contraire, moi je suis même pour la renforce. Je suis d'ailleurs pour la politique familiale dans notre pays, qui est une grande chance, qui nous permet d'avoir une démographie forte, et heureusement, parce que c'est une des forces de notre pays aujourd'hui. La commission des lois a adopté le premier article donc, qui ouvre le mariage aux couples de même sexe et donc aussi de sexe différent. Pour un enfant adoptable, en vertu de quels critères vous allez placer l'enfant adoptable dans une famille homo ou hétéro? Qui va faire le choix? Mais incontestablement, c'est une bonne question. Hein. On sait que lorsque les lois s'appliquent, alors je pourrais faire c'est pas facile parce qu'évidemment il y a la question de l'opérationnel, et c'est clair qu'il doit y avoir une réflexion pour qu'il y ait une neutralité et une égalité des droits à l'accès à l'adoption à partir du moment où on l'ouvre tout à la fois aux mariés hétérosexuels qu'aux mariés homosexuels. Et là pour le coup, moi aussi je suis attentif à cette question-là, mais pour que ça soit juste et équilibré, parce qu'il est probable que les habitudes vont faire en sorte qu'il y ait une filière privilégiée, si j'ose dire, plutôt pour les mariés hétérosexuels, et c'est incontestable que c'est une vraie question, pour le coup, qui est très soulevée par le mouvement LGBT.
Question de Romain Mazneau pour RCF. Vous avez dit que vous étiez favorable à la PMA. Le débat devrait ressurgir au mois de mars, le débat sur la famille, le débat plus large sur la famille. Est-ce que François Hollande ne devrait pas sortir du bois plutôt que de dire personnellement je n'y suis pas vraiment favorable, mais si un amendement est déposé, qu'il est voté, finalement on s'y opposera pas? Est-ce que c'est pas un peu le comble de l'hypocrisie? Mais je ne crois pas qu'il ait dit qu'il n'y était pas favorable. D'ailleurs, il a dit ce n'est pas un engagement. Il a dit si j'avais été favorable, nous aurions déposé un texte en ce sens. Je félicite le président de la République pour sa rhétorique. Mais bon, moi, je lis et j'écoute ce qui a été dit, notamment pendant la campagne. Donc, ce n'est pas effectivement dans les 60 engagements, ça c'est une réalité. En revanche, on me dit que, et je l'ai vu, que dans un magazine qui s'appelle Tétu, il s'est prononcé pour la procréation médicale assistée. Et de la même manière, c'est que pour un couple hétérosexuel, c'est permis, enfin pour des mariés hétérosexuels, c'est permis, on le sait. Bon, en cas d'infertilité ou je crois aussi de possibilité de risque grave pour l'enfant. Alors pour le coup, sur le plan technique, moi je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne sais pas à quoi ça correspond sur le plan technique. Mais ça renvoie à la maladie, enfin à un problème médical. Non, à la fertilité aussi. Mais alors, je vais vous dire, et n'y voyez pas pour le coup aussi de mauvaise rhétorique de ma part, mais de facto, à partir du moment où il y a des femmes qui sont mariées homosexuelles, de facto, il y a entre les deux une infertilité. Donc voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, puisque le droit est ouvert pour les mariés hétérosexuels, moi je suis pour l'égalité des droits, et c'est en ce sens-là... Jean-Vincent Placé, vous ouvrez un droit pour les femmes, pas pour les hommes. Oui, mais et donc si vous posez le problème de la PMA, vous posez immédiatement derrière la gestation pour autrui. Moi je vais vous dire, je crois que ça concerne 50 000 cas, je crois, en France sur la PMA actuelle. Franchement, combien de cas cela va être de femmes qui se marient et dont l'une des deux veut utiliser la PMA? Moi, j'en sais rien. Et qu'est-ce qu'il y a de choquant à cela? Parce que je retourne toujours l'argument, c'est qu'est-ce qu'il y a de choquant à cela? Des mariés, deux femmes, qui veulent, pareil, fonder cette famille, et qui veulent avoir des enfants. Et moi, je leur dis, essayez de privilégier l'adoption. Il y a tellement d'enfants qui voudraient être adoptés, qui attendent votre amour et votre générosité. Après... Je peux comprendre, bien sûr, le souci pour chacune des femmes du désir d'enfant. Alors, je ne sais pas s'il y a des statistiques ou des études, mais je ne vois pas pourquoi il y en aurait moins chez la femme homosexuelle que chez la femme hétérosexuelle. Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas en situation de répondre à cette question. Et s'il y a cette volonté-là, dans le cadre du mariage, franchement, moi je suis pour, voilà, je le dis très très clairement. Question de Mathieu Castagnet pour la Croix. Je voudrais revenir sur ce que vous avez à peine ébauché, sur la gestation pour autrui, les mères porteuses, comme on dit plus trivialement. Quelle est votre position? Est-ce que ça ne découlera pas naturellement de la PMA? Pour le coup, je vais vous dire, je vais être très clair, parce que autant le mariage, ça concerne deux personnes, hein, l'adoption, ça concerne deux personnes et plus l'enfant. Et moi, franchement, je suis persuadé que c'est une... Moi, j'ai été adopté. Je peux vous dire que quand on est dans l'orphelinat, sans faire de pathos, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde de savoir si c'est père-mère ou si c'est deux personnes de même sexe qui veulent s'occuper de vous. On est bien content qu'on veuille s'occuper de vous. Vous voyez, moi, je vous dis les choses très clairement. PMA, je viens de dire les choses, ça me paraissait naturel. Et je le dis aussi très clairement, moi, c'est plutôt à titre personnel, parce qu'on n'a pas de position collective du Parti écologiste. Moi, je suis complètement opposé à la GPA. Est-ce que ça ne va pas créer une distorsion entre les couples homosexuels masculins et les couples homosexuels féminins? Les couples de femmes pourront donc avoir des enfants grâce à l'aide de la science, de la médecine et de la société, et les couples d'hommes n'auront pas cette possibilité. Là, on voit bien que la PMA va poser des problèmes éthiques extrêmement compliqués. Je comprends bien que, pour le coup vous prenez le raisonnement de l'égalité pour soutenir cette position. Très sincèrement, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du même chose. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à une tierce personne, qui est une femme. Dans la PMA, vous allez à un moment faire appel à une tierce personne pour permettre à deux femmes d'avoir un enfant. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir, je me permets de vous le dire, d'apporter du sperme
dans une PMA que de porter pendant 9 mois l'enfant de quelqu'un d'autre, et souvent pour des raisons, disons-le, mercantiles, parce que on ne peut pas me dire que c'est une activité professionnelle, on ne peut pas me dire que ça soit quelque chose qui doit épanouir la femme, de porter pendant 9 mois voilà, dans cette situation-là. Donc moi, très sincèrement, au regard de ce que je pense des droits de la femme, hein, des droits de la femme universels, et pour le coup, moi je suis, et je le répète à titre personnel, y compris d'ailleurs à l'opposition, je crois, de la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui elle est pour, moi je suis complètement contre. En revanche, nous souhaitons, et ça là-dessus je voudrais qu'on puisse convaincre, on le sait, la GPA se fait ailleurs, bon c'est les fameux bébés Thalys, je pose la question, et en sachant que je viens de dire que je suis contre, c'est-à-dire que je ne souhaite pas que ça se développe, y compris je souhaite même qu'il y ait une prise de conscience au-delà de la loi des personnes qui utilisent ce dispositif, pour faire en sorte que quand il y a les enfants qui reviennent en France, bon, il y a une protection civile et juridique. On ne peut pas laisser ces enfants sans, voilà, qui n'ont rien demandé. Et là, je suis sûr que ça doit toucher quand même la prise de conscience de nombre de vos auditeurs et téléspectateurs. Une dernière question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Votre opposition, évidemment, n'aura sans doute pas beaucoup d'incidence parce que, comme Pierre Berger d'ailleurs l'a dit, ce que veulent les partisans du projet de loi, c'est l'adoption, la GPA, la PMA, la possibilité d'avoir un engendrement, une filiation par tous les moyens. Donc on voit mal accepter la PMA sans la GPA. Ça paraît vraiment... Je ne crois pas. Alors, je ne dis pas ma position qui soit importante ou pas, ça je vous laisse la commenter, mais je crois que dans la majorité parlementaire, il y a une majorité pour la PMA, avec d'ailleurs de nombreux parlementaires qui sont réticents. Le Premier ministre a dit que ce serait avant l'été et dans la loi famille. Donc nous déposerons l'amendement là. Et je crois que Marie-Georges Buffet, par exemple, et même des élus du Parti socialiste voteront notre amendement, mais c'est un amendement y compris pour ouvrir le débat et dans le respect. Vous voyez les arguments que j'essaie d'utiliser, qui sont, je pense, ne pas du tout caricaturaux, qu'on essaie de convaincre. Et puis, on verra donc dans la loi famille la réalité de la volonté gouvernementale. Moi, je fais confiance au Premier ministre et puis à la garde des Sceaux et également à Mme Bertinotti. Et sur la GPA, moi, je suis très clair, je suis certain que dans le quinquennat, ce quinquennat, il n'y aura pas de... Vous êtes certain que ça ne passera pas dans ce quinquennat? Certain. Et vous êtes certain que la PMA reviendra dans la loi famille? Est-ce que ce n'est pas devenu la variable d'ajustement? C'est un engagement du Premier ministre par Twitter. Donc nous allons voir quelle est l'authentification du tweet du Premier ministre. Mais sur les moi j'ai beaucoup de respect et je crois le Premier ministre. Une question de Romain Mazneau. Autre sujet de société, la fin de vie. Le professeur Sicard a remis un rapport il y a quelques semaines. Il entrouvre la voie au suicide assisté sans parler d'euthanasie. Quelle est votre position sur ce sujet ? Bien sûr, ce débat est extrêmement complexe et il faut l'aborder dans le respect de toutes les convictions, et y compris religieuses, et sans brusquer. Voilà. Et je crois que le président de la République a bien fait de confier au professeur Sicard, qui est quelqu'un d'estimé, de respecté dans ce débat, une mission qui a, donc, vous l'avez indiqué, abouti à différentes propositions qui réaffirment quand même globalement le soutien à la loi Leonetti. Mais qui effectivement ouvre, ce qui n'est pas le cas dans la loi Leonetti, la possibilité du suicide assisté, avec quand même beaucoup de... Et vous dites que ça ne va pas assez loin, c'est pas une réponse acceptable. Non, mais vous pensez, je pense... suis pas dans ces termes-là, je suis pas dans ça va pas assez loin, ça va pas, c'est pas acceptable et tout. Je pense que c'est bien que déjà nous, au niveau de la majorité parlementaire, de celles et ceux qui soutiennent l'action du président de la République, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a ouvert ce débat-là, qu'il avait vite refermé, mais qu'il avait ouvert pendant la campagne, qui est présent. C'est un sujet extrêmement sérieux, extrêmement douloureux. On se souvient de Vincent Humbert, de Chantal Sébir, de ces cas dramatiques où on continue à faire vivre des gens qui ont des douleurs atroces, qui ne peuvent plus vivre normalement, qui ne souhaitent plus vivre, qui l'écrivent eux-mêmes, qui l'authentifient régulièrement. On arrive à des situations où c'est la mère même, Marie Humbert, qui très courageusement, franchement, je le dis avec émotion, mais complexe. Hein, oui, il y a le docteur Chossois, il y a eu une procédure judiciaire qui, je vous permets de le rappeler, au bout de 2 ans a abouti à non-lieu. Bon, quand même, quand une mère se décide avec un médecin à aider de façon active à la fin de vie, voilà, j'essaie d'utiliser les termes les plus neutres possibles.
il y a un moment, il ne faut pas penser que c'est permissif de légiférer sur le sujet. C'est d'essayer justement de dire les choses réellement. On le sait, ça se fait aujourd'hui dans l'illégalité, avec un risque pénal considérable, et y compris peut-être même des abus et des erreurs, dans la mesure où quand c'est illégal, c'est le choix parfois d'un seul médecin, alors que par exemple, sur la proposition que nous portons les écologistes, c'est avec l'association pour mourir dans la dignité, c'est d'essayer de trouver des dispositifs tout à la fois de renforcer très très fortement la question des soins palliatifs, parce que là, il n'y a pas de politique française là-dessus. Il faut renforcer cela. C'est dit par la loi Leonetti qui ne l'a pas assez appliquée. Ça n'a rien à voir avec M. Leonetti qui a bien fait son travail. C'est dit aussi par le professeur Sicard, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une vraie politique, notamment au niveau des hôpitaux, des infirmières revalorisées, de l'allocation journalière pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Donc il y a un gros travail là. Et vérifier avec plusieurs médecins, dans le cadre d'une collégialité, le fait qu'il y a certitude irrévocable du mourant, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont dans les situations dramatiques dont il s'agit, du mourant qui veut absolument en finir. On le sait aussi, nos amis belges pratiquent cela. Il y a une expérimentation qui est, je propose, vraiment, moi j'ai suivi ça de près et je crois que voilà, ça ne concerne pas beaucoup de cas et il faut affronter ce type de sujet de façon réaliste et pragmatique, même si moi, je ne jette pas l'invective ou l'opprobre sur celles et ceux qui, par leur religion, sont totalement opposés à ce type de conclusion. Voilà, je respecte aussi ces positions-là, moi c'est la mienne. Une dernière question de Romain Masneau sur ce sujet. Sur les sujets de société en général, j'ai lu que vous vous assumiez comme un libertaire, alors sans rentrer dans les grandes considérations de philosophie politique, qu'est-ce que ça veut dire être libertaire? Est-ce que c'est s'extraire de toute morale, a fortiori chrétienne? Qu'est-ce que ça... Non, je crois que, c'est pour le coup c'est un bon sujet philosophique, je crois que la loi ne doit pas tant intervenir dans les choix de société et les modes de vie individuels, et qu'il y ait un principe d'égalité des droits qui doit être important. Après, ça veut dire aussi que ça a respecté la liberté de conscience de chacun, la liberté d'opinion. Et par exemple, moi, je peux vous dire que vous ne m'entendrez pas jamais sur les sujets notamment liés aux communautés religieuses, jeter l'opprobre sur ce qu'elles sont, que parfois il y ait des mots d'ordre qui ne soient plus adaptés au temps moderne. Eh bien, il peut y avoir une discussion, mais très sincèrement, je le dis d'ailleurs, pour le coup, moi je suis plutôt humaniste et républicain et laïque, mais je trouve aujourd'hui qu'il est extrêmement important de respecter celles et ceux qui croient, qui voient un message, qui sont attachés à des messages, y compris métaphysiques, qui sont dans la réflexion au-delà du matériel et du consumérisme. Et donc, vous voyez, sur ces questions-là, moi, je suis très attentif à la discussion de fond. Je vois d'ailleurs souvent les représentants des communautés religieuses, qu'elles soient catholiques, chrétiennes, juives, musulmanes, et il me semble que c'est ce dialogue-là qui est extrêmement important. Merci Jean-Vincent Placé. Fin de cette première partie, nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste et président du groupe Vert au Sénat. Pour vous interroger, Jean-Vincent Placé, cette semaine, Mathieu Castagnet pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau, RCF, qui vous pose la première question de cette deuxième partie. Alors, votre collègue écologiste Noël Mamère a eu des mots extrêmement durs sur l'intervention au Mali. Il a parlé d'une armée de traînes savates au Mali. Il a dit finalement que la France-Afrique, ça continuait et que les raisons invoquées pour entrer en guerre n'étaient que de la propagande. Vous partagez ce point de vue? Non, pas du tout. Je trouve que ce sont des propos caricaturaux. L'intervention française était, je pense, alors franchement, pour le coup, nous partageons les mêmes valeurs avec Noël, ma mère, sur le pacifisme, sur la non-violence. Et c'est sûr que pour nous, écologistes, une question d'intervention militaire, on n'est pas d'une aisance absolue sur le sujet. Après, il y a le droit international, nous y sommes. Il y a une urgence immédiate. Le président malien a appelé au secours et nous sommes intervenus. Moi, je vois la situation dans le Nord. Lorsque les villes ont été prises par les djihadistes ou les narcotrafiquants ou les bandits tout simplement, qui ont trouvé là un terrain pour leurs crimes et leurs délits.
laisser arriver ces gens-là à Bamako, ce n'était pas possible. Donc effectivement, il y a la vie étant ce qu'elle est faite d'histoire, de culture et du passé et d'expérience. Les seules troupes qui étaient en situation d'intervenir, ce sont les troupes françaises. Et le président de la République a pris une bonne décision, rapide, efficace. Et puis au lieu de polémiquer, moi je le dis tranquillement à mon collègue Noël Mamère, voilà, déjà ma pensée est vers la famille du lieutenant Boiteux, qui est mort pour la France, disons les choses telles qu'elles sont, dont la mémoire doit être honorée, ce qui a été fait par le Premier ministre, et puis des civils qui sont déjà tués. On voit la situation avec les otages qui ont été pris par le mouvement Al-Qaïda en Algérie hier. Et donc, voilà, moi je ne suis pas pour les grands tambours de l'Union nationale, etc. Tout de même, ici, je souhaite, et je crois que François de Rugy et moi-même, nous l'avons dit hier à l'Assemblée au Sénat, que le mouvement écologiste dise très clairement, et ce qui est le cas, que nous sommes derrière nos troupes pour une mission de défense du peuple malien, de défense de la démocratie et des libertés, et de défense de nos ressortissants. Qu'après, nous ayons le débat plus complexe sur la situation militaire, sur l'engagement de nos troupes sur le terrain, de qu'est-ce qui va se passer après pour la transition politique, de comment trouver des alliés rapidement pour être dans les clous de la décision 2085 de l'ONU, comment, et je sais que Laurent Fabius aujourd'hui contribue avec le Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, comment trouver des alliés européens, parce que là, pour le coup, mon ami Daniel Cohn-Bendit a raison, il a dit cela avant-hier, Madame Ashton. Voilà, l'Europe, à un moment, puisqu'elle a gagné, paraît-il, le prix Nobel de la paix, elle doit aussi participer collectivement. Ça ne peut pas être la France, justement, toute seule, d'être en première ligne, uniquement avec nos soldats. Et comme, en plus, ce sont des sujets complexes, on le voit bien, particulièrement depuis hier, il nous faut tout à la fois le travail avec CEDEAO et avec l'Union européenne, sous l'autorité de l'ONU, dans le droit international. C'est en ce sens-là que j'approuve de A jusqu'à Z l'action du président de la République et du gouvernement. Question de Mathieu Castagnet pour La Croix. Est-ce que cette approbation de A jusqu'à Z, elle comprend aussi les circonstances du déclenchement? C'est-à-dire, on est un pays où le président de la République décide seul, envoie des troupes sans qu'on sache quelle est clairement leur mission, quelle durée va prendre l'intervention. Est-ce que tout ça ne vous met pas quand même un peu mal à l'aise? Bien sûr que nous, avec la volonté que nous avons de revaloriser le rôle du Parlement, d'avoir un débat, mais très sincèrement, et je l'ai dit aussi à mes propres collègues, on n'allait peut-être pas convoquer le Parlement pour dire qu'à 20h, on allait frapper à tel endroit avec nos troupes. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la réalité, ce n'est pas du Parlement. Remarque vous voulez le faire avant l'intervention. Bon, écoutez, mais là, est-ce qu'il faudrait formaliser les choses de cette manière? Franchement, Dieu sait que je pousse quand même au débat et que je suis très attaché à lutter, y compris contre les méfaits de la Ve République et le présidentialisme forcené, voilà, qui est une réalité. Et d'ailleurs, je dis que depuis 7 mois, on retrouve quand même une discussion avec le Parlement et avec la démocratie sociale, le Conseil économique, etc., les forces sociales, les syndicats, on le voit sur d'autres sujets. Mais dans une intervention comme ça, on ne peut pas consulter avant. Ça a été respecté dans les formes. Après, le Premier ministre a invité les présidents de groupes parlementaires lundi soir. On a eu une vision très exhaustive et précise, que je garde pour moi pour la plupart, parce que le chef d'état-major des armées était là, il nous a décrit les éléments militaires liés à la stratégie. Nous avons pu avoir un débat. Moi, j'ai interpellé, bien sûr, sur la durée de l'engagement, de ce que nous prévoyons également, je vous dis, pour la transition politique, aussi pour le développement du Mali, parce que le vrai sujet de fond politique, c'est le développement économique et écologique, parce qu'il y a aussi les sujets des matières premières, le sujet de l'eau. On a beaucoup de sujets, effectivement, de l'absence de développement depuis une cinquantaine d'années, au-delà de ce que font très très bien les collectivités locales en matière de coopération décentralisée. Et puis, je me permets de saluer d'ailleurs l'action de notre ministre du Développement, Pascal Canfin, qui fait beaucoup aussi. Après, il faut faire davantage, et particulièrement l'Union européenne. Parce que déjà, l'Union européenne, elle traîne des pieds pour l'aspect militaire, et sur l'aspect civil, c'est moyen, mais sur l'aspect développement économique et humanitaire, eh ben, elle ne fait pas grand-chose non plus. Donc il y a un moment, moi, je veux bien qu'on me dise le traité européen, le libéralisme, etc., l'austérité et la rigueur. Je constate dans ces moments-là que l'Union européenne est aux abonnés absents. Donc moi, ce n'est pas cette Europe-là que je veux également. Mathieu Castagnet pour La Croix. Alors justement, avec votre soutien à l'intervention militaire, le constat que l'Europe est aux abonnés, absents et que donc que la France a agi seule, est-ce que vous allez en tirer des conséquences quand il faudra voter le budget de la défense, alors que jusqu'à présent, vous n'avez pas été extrêmement partisan de maintien de ces crédits, voire même d'une augmentation? Moi, je vais être très clair sur le sujet. Je suis de culture pacifiste et non violente. Après, c'est connu, je ne suis pas particulièrement naïf. Donc moi, je suis pour une armée. Et je suis pour une armée européenne. Et ça, il faut vraiment aller à ce niveau-là.
Non, mais il faut pousser là-dessus. C'est un vieux débat. On a parlé de la communauté européenne de défense sous Mendès France. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup avancé. Durant la campagne présidentielle, la candidate soutenue par Europe Écologie Les Verts proposait de faire des coupes drastiques dans le budget de la défense. Est-ce que vous je vais vous dire, je suis pour les coupes drastiques en matière de militaire nucléaire. Et je l'ai toujours dit. Et je l'ai redit encore à notre ministre de la Défense, avant évidemment ces événements-là. Nous avons près de 3,5 milliards de dépenses dans l'armement nucléaire. Moi, comme je suis justement un peu réaliste et pragmatique, je dis la moitié en moins. On a déjà enlevé les missiles du plateau d'Albion. Vous voyez. Il nous reste les sous-marins nucléaires et il nous reste par aviation. Très sincèrement, aujourd'hui, le nucléaire par aviation, bon, voilà. Donc, vous voyez, j'ai compris, là, je crois que mes propres camarades ne seront pas contents de ce que je dis. Gardons les sous-marins et arrêtons pour 1,5 milliard le nucléaire qui n'est pas dans les sous-marins lanceurs d'engins. Vous voyez, je vous fais des propositions. Après, nous avons toujours été pour faire en sorte que nous ayons une force d'interposition plus efficace qu'aujourd'hui. Parce que je me permets de rappeler que sans la logistique américaine et sans les renseignements américains, nous serions bien démunis. On a commencé à le voir en Libye. Heureusement que ça s'est arrêté en Libye parce qu'un mois de plus, c'était compliqué. Donc voilà, moi je voudrais faire quelque chose d'efficace et qui coûte beaucoup moins. Et sans avoir un esprit bava-cool comme je suis sûr, vous ne le pensez pas. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Là, on assiste à un désaveu, donc, puisque vous avez parlé d'abonnés absents, justement, le fait que l'Union européenne, quand un événement survient, ne répond pas aux besoins et qu'on retrouve les vieilles recettes ou les vieilles histoires de la géopolitique française, finalement, avec un bassin d'influence naturel. Donc il n'y a pas un désaveu aussi de, je dirais même, de l'utilité de l'Union européenne? Moi, je m'interroge depuis déjà un certain temps. Je n'ai pas voté le traité européen parce que de plus en plus, moi j'ai voté Maastricht quelque part en 92. Et quelque part, je le regrette parce qu'on m'avait dit à l'époque, mettons la main dans l'euro, mettons la main dans la mobilité et la libération des transports de biens et de personnes, faisons en sorte qu'il y ait le marché unique. Et vous allez voir après, on va arriver à la politique. Il y aura une dimension sociale, il y aura une dimension environnementale qui existe incontestablement, notamment dans les directives eau, déchets, etc., énergie. Et il y aura un moment, justement, une vision commune d'un destin commun et de valeurs communes. Et on a même créé un poste de haut représentant à la politique étrangère. Alors que ça ne me l'ai pas fait de gaieté de cœur, pour la première fois, j'ai voté contre un traité européen à l'automne dernier, parce qu'aujourd'hui, voilà, on le voit bien. Et là, c'est la réalité. Et bon, j'ai salué un peu comme tout le monde, de façon peut-être un peu conformiste, l'histoire du prix Nobel à l'Union européenne. Et là, on voit la réalité. On voit la réalité. Nos amis allemands immédiatement ont dit non, nous, on n'a rien à voir avec ça. Laurent Fabius fait un gros travail auprès d'autres pays de l'Union européenne. C'est très, très difficile. Et on voit là la nécessité de plus d'Europe politique, de plus d'Europe contrôlée par les Européens. Et c'est ça, on voit le rôle du Parlement européen, nous a dit mais une collaboration, etc. C'est pas réellement vrai, et qu'on doit avoir des messages politiques. Si la politique de la France était entièrement contrôlée par l'Europe, on ne serait pas intervenu au Mali. Non, c'est pas une question de contrôler. C'est que l'Europe doit renforcer. Personne n'a dit qu'il fallait faire disparaître les forces de telle ou telle nation ou de telle ou telle région. Mais il doit y avoir nécessairement, quand il y a ce type d'intervention, une force européenne, pareil. Ça peut être quoi, 20 000, 30 000 hommes de différents pays qui seront assez naturellement de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne et d'Italie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce qu'il y a des traditions historiques militaires, s'il faut parler de cela, et puis qu'il y a des armées, qu'il y a des matériels. Eh bien, que cela soit possible à terme. Je pense que c'est un bel objectif, qui n'est pas un objectif de guerre, mais de police internationale et de défense des intérêts, pas seulement européens d'ailleurs, de l'humanité dans ce type de crise. Et je le dis aussi, pour vraiment que des choses soient claires, heureusement qu'on est intervenu, parce que si les djihadistes étaient à Bamako, qu'est-ce qu'on aurait dit et qu'est-ce que serait la situation encore sur place avec la propagation qu'on peut voir, parce que c'était, pour celles et ceux qui connaissent la géopolitique locale, de Bamako, on peut aller un peu partout, de Mauritanie, au Niger, au Nigeria, etc., etc. Et cette propagation-là aurait été très, très difficile à gérer, bien sûr. Question de Romain Mazneau pour RCF. Oui, sur les raisons de l'entrée en guerre, il y a les raisons évoquées par François Hollande, et le directeur de l'Observatoire du nucléaire estime qu'il s'agit surtout de sécuriser l'approvisionnement en uranium des centrales nucléaires françaises, avec l'uranium extrait dans le nord du Mali. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ?
Je ne pense pas que ça soit l'élément essentiel de l'intervention française. Après, le fait même qu'il y ait de l'uranium au Niger et que Areva particulièrement présente sur ce territoire, c'est clair. Voilà, ce sont des faits, cela. Question de Mathieu Castagnet pour La Croix. Vous qui êtes intéressé par les questions de sécurité, est-ce que vous pensez que l'intervention de la France met la France en position de subir plus de dangers d'attaques terroristes? Est-ce que la France devient le grand Satan? Sans alarmisme, il faut aussi, pareil, regarder les faits. Moi, je vois deux faits. D'une part, et je crois à bon escient, le ministre de l'Intérieur, sous l'autorité du président de la République, a mis en place le renforcement du plan Vigipirate rouge. Donc ça veut dire que la menace est accrue, hein, c'est évident. Et je vois aussi ce qui s'est passé en Algérie hier avec la prise des otages, dont on ne sait pas d'ailleurs à l'heure à laquelle nous parlons s'il y a des Français, mais de toute façon qu'il y ait Français ou pas, c'est un problème très très important de ces prises d'otages, tout à la fois occidentaux et tout à la fois algériens, en nombre aussi, parce qu'on parle des 40 occidentaux, mais il y a aussi beaucoup d'Algériens, donc évidemment que le risque est là. Nous avons eu lundi soir un exposé du ministre de l'Intérieur qui s'est voulu ferme et attentif et pas chercher à être rassurant, mais qui nous a dit évidemment qu'ils essayaient de faire le maximum. Et vous comprenez bien que je ne vais pas tenir un propos ni faussement rassurant, ni alarmiste à cette heure-ci, où justement nous devons être bien sûr aux aguets, mais aussi tourner vers une forme de volontarisme dans le plan global du gouvernement, tout à la fois sur place et tout à la fois, bien sûr, chez nous en France. Sur un plan plus politique, Jean-Vincent Placé, est-ce que vous pensez que cette crise internationale donne de l'épaisseur au personnage de François Hollande, président de la République? Je ne sais pas, vous savez, je ne vais pas faire un commentaire d'analyse de communication sur cela. Je crois que ce serait totalement décalé par rapport au problème, même si je peux comprendre que vous posiez la question. Mais moi, pour ma part, j'ai toujours considéré qu'on n'avait pas besoin d'un président de la République qui faisait l'autoritaire bonapartiste. Je ne pense à personne de particulier. Et l'aspect ferme, de conviction et solide du président Hollande, n'en ayant jamais douté, je n'ai pas le souci d'en douter davantage encore aujourd'hui. Et je crois qu'il est à la hauteur de son rôle depuis, même si je suis d'accord surtout avec lui, sur le traité européen, sur le crédit impôt, mais il est à la hauteur des enjeux et il le démontre une fois de plus dans cette crise grave pour la France. Eh bien, nous allons en parler dans quelques instants. Nous marquons tout de suite une deuxième pause. Retour sur le plateau de KTO. Notre invité cette semaine est Jean-Vincent Placé, président du groupe Vert au Sénat. Pour vous interroger, Jean-Vincent Placé, cette semaine, Mathieu Castagnet pour le journal La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren, Radio Notre-Dame, qui vous pose la première question de cette troisième partie. On va faire un point sur les accords qui vous ont unis et qui vous unissent au PS depuis les législatives. Du côté gauche, front de gauche, on se pose clairement dans une logique d'opposition au gouvernement. Et ces accords vous permettent finalement d'avoir une présence politique qui excède très largement votre représentation réelle dans le pays, en tout cas dans les élections, grâce à ces accords. Je vais me permettre de vous interrompre pour réfuter ce propos. Quand même, si. Ça dépend de l'élection dont on parle. Non, nous avons 17 parlementaires à l'Assemblée nationale sur 577. Même en prenant un score, disons, de 2,5% par exemple, à la proportionnelle, ça correspond à cela. Donc je n'ai jamais compris cette histoire de dire cela excède le poids politique. Avec le mode de scrutin actuel, on voit ce que ça donne. Le Parti socialiste avec 30% des voix à 55% des sièges. Donc ça, voilà. Moi, c'est grâce aux merveilleux accords que vous aviez négociés avec le Parti socialiste. Je vais vous dire, cet accord, il a surtout bénéficié sur le plan des sénatoriales et des législatives au Parti socialiste. C'est d'ailleurs pour ça que le Parti socialiste passe ce type d'accord. J'ai la prétention de penser que sans l'accord sénatorial, eh bien, il n'y aurait pas de majorité de gauche au Sénat. Parce que si nous avons gagné 5-6 sièges, le Parti socialiste, il en a fait gagner 20. C'est ça la réalité. Sinon, vous savez, le Parti socialiste, ce ne sont pas des généreux naturels, si bien logique dans ce type de discussion. Et pourquoi il y a aussi une majorité absolue de sièges au Parti socialiste? Moi, je ne le regrette pas, c'est le résultat des urnes, c'est comme ça. C'est parce que dans de nombreuses circonscriptions, aussi, notamment les plus difficiles à 50-50 avec la droite, nous avions soutenu le Parti socialiste dès le premier tour.
Voilà. Et nous avons gagné une petite quinzaine de sièges. J'ai la prétention de penser qu'on a fait gagner une trentaine, quarantaine au Parti socialiste. Donc, voilà, je me permets de le dire parce que souvent j'entends ça, qui est repris, bien sûr, ah là là. Et puis, comme y compris, ça renvoie, mais je suis sûr que ce n'est pas de votre propos, à une forme d'illégitimité des écologistes dans les institutions. Alors, après cette eh bien, c'est bien naturel qu'on ait toute notre part. Mais je voulais me permettre de rectifier ça. Alors, après cette longue parenthèse. Alors, vous êtes fort bien représenté quand même. Vous êtes fort bien représenté. Non, on n'est pas fort bien représenté. Vous êtes des as du calcul politique. Les radicaux de gauche que je respecte, dont on ne peut pas dire qu'ils se soient beaucoup candidats aux élections sur leur propre couleur, ont plus de sièges que nous. Bon, voilà. Donc, alors, ce qu'on voulait savoir, c'est à quoi continuent de vous engager ces accords auprès du PS sur quantité de sujets. Moi, je peux vous dire que... on voit que sur les questions sociétales, vous le suivez. Non, c'est plutôt nous qui étions... oui, enfin, c'est eux qui ont la main quand même. Ce sont eux qui ont la main. Oui, mais vous savez, il y a, au-delà du Parti Socialiste et des Verts, il y a surtout la société. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi le débat avec la société. Quand nous avons été parmi les premiers à soutenir le PAX, il y avait de même type de réticence. Et quand Noël Mamère, je me rappelle, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, ou il n'est pas d'accord avec moi sur le Mali, mais quand le premier, il fait de façon... avec son style, le mariage à Bègle, ça bouscule la société. Donc c'est pour ça que le débat est permanent et qu'on arrive aujourd'hui à avoir une majorité de parlementaires. Je ne suis pas sûr qu'il y a 5-6 ans, l'ensemble des parlementaires socialistes auraient été favorables au mariage. Vous êtes des agitateurs d'idées. Non, on n'est pas des agitateurs d'idées. Nous sommes souvent en avant-garde sur plein de sujets. Par exemple, notre pays, nous avons une vision de l'économie, je le dis, tournée très globalement sur des industries fortes que nous avions dans le passé. Voilà. On le voit dans l'automobile, par exemple. On est encore, avec Peugeot, à fond dans le diesel. Et tout à la fois, c'est catastrophique avec les particules fines pour la santé, et tout à la fois, ça ne se vend pas. Parce qu'au niveau européen, il n'y a pas de politique du diesel, et au niveau mondial, il n'y en a pas du tout. Tout est essence. Et donc, on voit bien maintenant l'échec total dans les marchés américains. Pour autant, vous voyez, je dis écologie et développement. Donc, nous, quand on porte ces thèmes-là, eh ben, on fait avancer. Il va y avoir la loi sur la transition énergétique. Le président de la République, moi, j'ai fait un débat avec le président d'Areva. Vous voyez, voilà. Et ben, on fait le débat ensemble. C'est-à-dire qu'on pèse dans ce sujet-là. Et y compris, le magazine Capital me fait une désagréable, mais voilà, en disant, ces gens qui bloquent la France, ils me mettent en une, et disent, c'est à cause de lui qu'on bloque les gaz de schiste. Peut-être pas moi tout seul, avec les copains et les copines du mouvement, oui. Oui, nous faisons en sorte dans ce pays qu'il n'y ait pas de drame dans nos zones phréatiques, nappes phréatiques, faire en sorte que notre sous-sol ne soit pas pollué par des produits chimiques invraisemblables comme aux États-Unis. Et voilà, ça c'est un enjeu fort. Transition énergétique, écologique pour développer des emplois d'énergie renouvelable, on porte ça. Quand Madame Bateau, qu'on pousse à faire du photovoltaïque pour revenir sur la politique désastreuse de Sarkozy, eh ben, on est là, on est utile. La fermeture de Fessenheim qui va arriver, eh bien ça c'est important, parce que tout à la fois le nucléaire c'est dangereux, tout à la fois c'est cher, tout à la fois ce n'est pas du tout indépendant énergétiquement, parce que justement on vient d'en parler, l'essentiel de l'uranium vient du Niger ou d'ailleurs, il n'y en a plus du tout en France. Donc vous voyez, sur tous ces thèmes-là, nous sommes en avance. Et heureusement qu'on est là, parce que je vais vous dire, il y en a qui sont aussi en avance que nous maintenant sur ces sujets-là, souvent ce sont les Danois, les Allemands, les Chinois ou les Coréens du Sud. Eh ben, je ne me réjouis pas que la France soit en retard sur tous ces thèmes. On a parlé des libertés, sur l'écologie, nous sommes très en retard. Et heureusement que nous sommes là avec notre fameux accord, avec ce qu'il en reste au regard des rapports de force et des évolutions, y compris en intégrant la question de la crise économique qui est encore plus forte qu'on ne le pensait, ce qui fait qu'il y a plutôt une volonté de repli. Moi, j'ai dit des choses, par exemple, sur Petroplus et Florange. Je suis en protection des salariés, évidemment, pour le maintien de l'emploi. Mais on ne peut pas mettre de l'argent public à perte durablement dans des activités, je le dis, j'ai des rares à le dire, automobile, raffinerie, acier. On va mettre de l'argent là, alors qu'il faudrait le mettre sur la santé, sur le numérique, sur des grands secteurs d'avenir prioritaires. Et c'est ce débat-là que j'ai porté sur le crédit d'impôt. Moi, j'ai rien contre les entreprises. Je suis pour les entreprises d'avenir. Je ne suis pas pour renflouer, ou alors y compris donner à ceux qui font des bénéfices et qui licencient. Mathieu Castagnier, La Croix. Il y a quelques mois, vous vous interrogiez publiquement sur la capacité de la majorité gouvernementale actuelle à tenir 5 ans. Oui. Et je crois que j'ai bien fait. Qu'est-ce qui a changé depuis? On vous sent beaucoup plus à l'aise dans la majorité. C'est la politique de la majorité qui a changé, ou vous êtes fait taper sur les doigts?
Ah bah non, moi, ça peut m'arriver de me faire taper sur les doigts, mais... non, vous écoutez, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec le président de la République, le Premier ministre, qui ont fait des déclarations claires, notamment sur des sujets, je viens de le dire, sur la transition économique et écologique de l'énergie. Madame Bateau a fait des annonces sur le photovoltaïque, je viens de le dire, c'est bien. Sur les gaz de schiste, le Premier ministre a dit, quinquennat, pas de gaz de schiste. Et sur Banque publique d'investissement, qui a vocation à être une banque de la transition écologique, il y a des éléments positifs. Et comme on est dans une situation très difficile aussi, je vais vous dire les choses de façon très politique, je ne veux pas, tout à la fois parce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'écouter davantage les écologistes, c'est-à-dire, même si je ne partage pas forcément ce qui a été fait sur le crédit d'impôt et sur différents sujets économiques, il y a cette politique du gouvernement, j'ai dit ce que j'avais à dire, on verra les résultats à la fin de l'année, mais j'ai l'impression, on verra aussi dans l'année, que le volet écologique, sur notamment énergie et fiscalité écologique, ce qui m'a été confirmé également par Jérôme Cahuzac, que j'ai rencontré. Enfin bon, je vois évidemment Pierre Moscovici, on voit un peu tout le monde. Voilà, ces éléments-là seront des sujets de cette année. Et je le dis aussi, pour le coup, très clairement, on verra à l'automne, parce que on est sur des médias catholiques. Moi, je suis comme saint Thomas, donc je crois que ce que je vois. Question de Romain Masneau pour RCF. Oui, vous avez parlé de beaucoup de sujets. Vous n'avez pas parlé de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que si le gouvernement ne cède pas, ce sera un casus belli, une possibilité de sortir du gouvernement pour vous? Notre-Dame-des-Landes, c'est un combat que nous menons depuis très longtemps, sur lequel nous savons qu'il y a un clivage très très fort, y compris d'ailleurs au-delà même du sujet Notre-Dame-des-Landes, il y a une cristallisation sur ce thème-là, parce que notamment je pense que justement était perçu par nombre d'écologistes le fait que l'écologie n'était pas prise en compte dans l'année 2012. Après, quand on a dit ça, et ça je l'assume parce que vous m'avez posé la question sur les accords, il y a deux sujets dont on sait qu'il y a un désaccord profond, c'est Notre-Dame-des-Landes et c'est l'EPR de Flamanville. Et qui d'ailleurs, au-delà des deux sites, je viens de le dire, correspondent à une philosophie de la production, de la consommation, du transport, une vision du développement qui n'est évidemment pas les mêmes entre les socialistes et les écologistes. Nous sommes convenus, d'ailleurs c'est moi-même avec Michel Sapin, j'en ai bonne mémoire, que c'était hors accord. Alors, nous allons continuer pour faire en sorte qu'évidemment Notre-Dame-des-Landes ne se fasse pas. Nous avons beaucoup d'arguments sur la table. La commission de dialogue a été mise en place et je m'en félicite. Nous avons des recours sur les zones humides, sur la loi sur l'eau, sur les différentes directives européennes Habitat. Et nous souhaitons qu'effectivement aucun des travaux ne puisse commencer ni en 2013 ni en 2014. Après, la relation, et pour que je conclue, ça va vous intéresser, la relation entre Notre-Dame-des-Landes et l'accord gouvernemental, puisque justement nous avions acté le désaccord avant, et je le dis à mes propres amis, c'est compliqué d'en faire une raison de sortie, dans la mesure où, pour le coup, voilà, c'était sur la table. Autant j'ai râlé fort, parce qu'on m'avait dit on va renégocier le traité européen. Bon, je l'ai dit aussi fort aussi, on n'a pas beaucoup renégocié. Je n'avais pas compris qu'on allait faire crédit d'impôt, surtout quand on me dit qu'on n'a pas d'argent et qu'on est en période plutôt de rigueur budgétaire. Bon voilà, donc là, les sujets sur la table, je suis premier à le dire, mais c'est vrai que je ne peux pas, moi, en vouloir au Premier ministre sur un désaccord que nous avions acté. Ça s'appelle le beurre et l'argent du beurre quand même un peu, hein. Non, mais attends, moi je suis très content qu'on ait cette discussion, parce qu'avec vous, pas vous particulièrement, mais comme il faudrait supprimer le Parlement. Mais moi, supprimons le Parlement, élisons le président, disons qu'il a 100 conseillers et donnons-lui tous les pouvoirs. C'est quand même extraordinaire, c'est que quand on soutient le gouvernement, on est godillot. Hein, et que quand on le soutient, mais avec des propositions qui sont les nôtres, et c'est ma fierté d'être assez, y compris parfois courageux, vu le système 5e République et le système médiatique, de pouvoir tout à la fois soutenir en apportant des propositions, et là, on dit, ah ben vous avez le beurre, l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire que dans votre version du parlementaire de la majorité, il faudrait qu'on soit à l'Assemblée ou au Sénat et qu'on lève le bras. Non, c'est franchement... Une dernière question peut-être de Mathieu Castagnier pour La Croix. François Hollande a annoncé que 2013 serait l'année du combat contre le chômage. Et est-ce que vous pensez qu'avec la politique économique suivie, il réussira à tenir sa promesse d'inverser la courbe en 2013 ? Moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'innovation, de créativité dans la politique. Donc il n'y arrivera pas avec la politique actuelle ? Je ne suis pas devin. Je le dis, on dit 0,8 de croissance. Ça fait longtemps que je dis que ça sera très difficile. Y compris, personne n'y croit d'ailleurs. Oui, voilà, c'est 0,3, 0,4. Moi, je ne vais pas me lancer dans la bataille d'experts. Je souhaite qu'on fasse le maximum. Mais sur le sujet compétitivité, vraiment, ça, c'est vraiment de fond. La compétitivité coût
Comment, c'est Dominique de Villepin qui dit ça régulièrement, comment on va faire la compétitivité coût avec des pays émergents alors que le rapport salaire chargé ou cotisé est de 6 à 1, de 7 à 1, donc nos moins 3, moins 5%. Nous, et la force de la France et aussi de l'Allemagne, ce sont les produits à valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi nous, j'insiste sur les énergies renouvelables, c'est pas seulement pour la protection de l'environnement, ça fait des emplois. Et pour donner un chiffre très clair, aujourd'hui, l'ensemble des emplois énergie nucléaire, c'est 125 000. Ce sont les chiffres de Areva. 370 000 sur les énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, hydrauliques, biomasse, biogaz en Allemagne. Voilà, c'est tout. Voilà. Et je vous passe la rénovation thermique qui pourrait faire 400 000 emplois, le transport collectif, etc. Car je sens bien qu'il faut que je m'arrête. Mais je peux vous dire que c'est l'avenir de l'emploi, ce sont les emplois écolos. Merci Jean-Vincent Placé, fin de ce numéro de Face aux Chrétiens. Vous le retrouverez sur nos partenaires, sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Nous recevrons Bernard Debré, médecin, député UMP de Paris, qui publie cette semaine Des savants et des dieux, ça tombe bien, au Cherche Midi. Bonne semaine, au revoir.